Eh bien, écoutez, bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous. Je suis Denis Rolland, je suis président de la Société historique de Soissons et on m'a donné la lourde charge d'animer ou de gérer plus exactement le temps de cette matinée qui va être peut-être un petit peu marathon. Donc je voudrais vous signaler la présence du président de la région des Hauts-de-France, M. Xavier Bertrand, qui n'interviendra pas, mais qui a souhaité nous écouter. Voilà, donc on va essayer de gérer le temps au mieux, c'est 20 minutes par intervenant. C'est pas beaucoup pour les sujets très intéressants que nous avons à traiter. Alors, on a Mathilde Gruet qui va commencer la première intervention, qui est doctorante à l'université Picardie Jules Verne. Alors, elle va nous parler de la reconstruction des voies de chemin de fer en 14-21. C'est un sujet fondamental. Sujet fondamental parce qu'il ne faut pas oublier que le transport ferroviaire est primordial avant la guerre de 14-18 et après la guerre. Le transport routier est balbutiant et toutes les charges lourdes se transportent par les voies de chemin de fer qui, pour des raisons évidemment stratégiques, ont tous été détruites ou au moins en partie détruites. Donc la reconstitution du réseau ferroviaire, c'est le préliminaire à la reconstruction de la France. Voilà, donc à vous de la parole pour 20 minutes. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation et bonjour à tous. Donc, j'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous présenter la reconstruction des chemins de fer en Picardie entre 1914 et 1921. Je m'appuierai sur quelques exemples de l'expérience du nœud ferroviaire d'Amiens qui comprend les gares de Amiens-Nord, Saint-Roch et Longeau. Ceci est une vraie conférence, j'ai un problème technique. Alors, durant la Première Guerre mondiale et pour la première fois de son histoire, la France va utiliser massivement le chemin de fer pour des opérations militaires et logistiques. De nombreuses mesures sont prises pour permettre l'utilisation et la reconstruction des réseaux de chemin de fer au fur et à mesure de leur endommagement. On peut déjà parler de reconstruction en 1914 et celle-ci se poursuivra après l'armistice jusqu'en 1921. À la fin de la guerre, il faut rétablir les réseaux du Nord et de l'Est et poursuivre l'amélioration des infrastructures ferroviaires. Revenons rapidement sur la mise en place des chemins de fer tels qu'ils existent en 1914. Suite à la campagne de 1870 et 1871 contre la Prusse, l'état-major français s'aperçoit que les lignes de chemin de fer ont un intérêt logistique et tactique non négligeable en cas de guerre, puisque c'est ce qui a permis aux Prussiens de mettre rapidement leurs troupes sur les fronts et ainsi de gagner le conflit. Les militaires français décident donc d'organiser la mobilisation et l'utilisation des lignes de chemin de fer français en cas de conflit nécessitant une gestion importante des troupes. Pour cela, le 4e bureau de l'état-major est constitué en 1879. Il met en place divers plans d'exploitation et de mobilisation, et ceux-ci vont être intégrés au plan 17, qui est celui qui régit l'entrée en guerre de la France. Dès le milieu des années 1880, les réseaux sont modifiés, car les lignes françaises ont une disposition en étoile convergeant vers Paris, que l'on peut voir sur la première carte de 1870. De ce fait, de nombreuses lignes vont être créées ou doublées, afin de faciliter la couverture en cas de guerre. Elles vont permettre l'acheminement des munitions dans les forts, par exemple, mais aussi des soldats sur le front. En cas de conflit, les réseaux de chemin de fer passent sous tutelle militaire. De ce fait, c'est l'état-major qui a le monopole sur les voies depuis 1883 grâce à une convention établie avec l'État et les compagnies de chemin de fer. Ainsi, l'armée organise son trafic quotidien et rend ses convois prioritaires sur ceux des civils et les commerciaux. En 1914, les réseaux commencent leur mobilisation bien avant la déclaration de la guerre de l'Allemagne à la France, puisqu'ils commencent le 26 juillet, c'est-à-dire 8 jours avant. Durant la guerre, les réseaux vont être utilisés et maintenus en état, au maximum par les troupes combattantes du fait de leur importance stratégique.
Cependant, les compagnies du Nord et de l'Est subissent des dégâts importants. Contrairement aux régions libérées en 1917 et 1918, les réseaux vont être reconstruits tout au long de la guerre, et ce, dès septembre 1914. La reconstruction va également s'étaler sur un temps plus long, et elle va aller jusqu'en 1921. J'articulerai mon propos en 3 parties. Dans un premier temps, je vous présenterai le 5e régiment du génie, qui est l'organe principal des reconstructions des chemins de fer durant la guerre. Dans un second temps, j'aborderai les destructions qui sont elles aussi pensées, et ensuite les reconstructions qui permettent de maintenir les réseaux en état. Et enfin, je vous parlerai de la reconstruction prioritaire des voies de chemin de fer dans l'immédiate après-guerre. C'est le 5e régiment du génie qui va s'occuper de l'entretien des réseaux dans la zone des armées. La zone des armées s'étend sur une centaine de kilomètres entre les zones de combat et l'arrière. Elles sont totalement interdites aux civils. De ce fait, il faut des militaires formés pour pouvoir exploiter les réseaux sur cette zone. Lors de l'entrée en guerre, le 5e régiment du génie est un corps d'armée assez récent, puisqu'il a été constitué le 11 juillet 1889 sous les ordres du colonel Marcille. Il est formé à la discipline militaire comme aux travaux d'agents de chemin de fer. Lors de leur service, les sapeurs du 5e régiment du génie reçoivent une instruction militaire, mais aussi une instruction technique. Une instruction plus spécifique est proposée aux sapeurs qui le souhaitent pour être initiés par exemple à la télégraphie, au lever des voies ou au tracé. Une part du contingent reçoit également une formation de conducteurs et de chauffeurs de locomotives ou d'aiguilleurs. Il s'agit des élèves mécaniciens et chauffeurs qui sont dans les cheminots dans le civil. L'école des sapeurs de chemin de fer dispose de locomotives d'instruction qui sont manœuvrées par les chauffeurs du contingent avec des cheminots civils formés. À la veille du conflit, le 5e régiment du génie compte 38 compagnies, réparties en 16 compagnies d'actives, 16 compagnies de réserve, 6 compagnies territoriales dites T et 4 compagnies d'exploitation. Pendant la guerre, l'état-major va ajouter 24 compagnies B et 4 compagnies B d'exploitation. Ils vont aussi ajouter 4 nouvelles compagnies T, les territoriaux, et 4 sections d'ouvriers de bois et d'ouvriers maçons. Ces ajouts progressifs d'hommes montrent l'importance du chemin de fer dans les batailles, ainsi que l'ampleur des travaux à effectuer, puisqu'ils nécessitent des hommes plus nombreux que ce qui avait été prévu. Les troupes des sapeurs des chemins de fer font partie des dernières à être concentrées sur les zones de front. En effet, leur départ de garnison ne commence que le 9 août 14, alors que la guerre a déjà commencé, et la concentration sur les théâtres se termine le 20 août 1914, date à laquelle ils vont commencer les destructions afin d'arrêter l'avancée allemande qui devient préoccupante. L'historique du 5e régiment du génie nous apprend que durant la guerre, les sapeurs de chemin de fer ont pour rôle d'effectuer des missions d'avant-garde et d'arrière-garde, de construire des voies nouvelles et des raccordements, d'améliorer et agrandir les gares et dépôts, de construire des ouvrages d'art, mais aussi de les détruire, d'exploiter et entretenir les lignes, ainsi que de remettre en état les voies dans les régions libérées en 1917. Il s'occupe donc de tous les aspects de l'entretien et de l'exploitation des chemins de fer. Les troupes du 5e régiment du génie jouent un rôle majeur dans la guerre. Grâce à elles, la France réussit à mener une guerre totale où l'économie entre en jeu dans la menée des opérations. Elles permettent aussi d'assurer le transport en tout temps, malgré les risques qu'elles courent, puisque les troupes sont parfois au plus près des zones de combat avec les bombardements. Afin de mener à bien leur mission, les sapeurs bénéficient d'outils comme les ponts-types qui permettent des reconstructions provisoires rapides. Au cours de la guerre, le 5e régiment du génie doit faire face aux destructions des chemins de fer, alors qu'il est parfois lui-même à l'origine de certaines d'entre elles. En effet, lors des retraites françaises, les sapeurs coupent certains ponts et certaines voies afin d'empêcher l'accès à la capitale, puisque malgré les nouvelles voies qui ont été construites dans les années 1880, Paris reste le centre absolu de l'étoile des chemins de fer. De ce fait, il va falloir couper certains ponts et ouvrages d'art, et notamment ceux qui entourent les gares d'Amiens et de Longueau, puisqu'à l'époque, ils font partie des grands centres ferroviaires qui relient encore la province et la capitale et qui sont toujours tenus par les Français. Ces lignes vont être coupées durant l'été 1914 à partir d'août. La destruction des ponts et ouvrages d'art répond à un protocole militaire. Celle-ci est demandée par le ministère de la Guerre et transmise au quartier général. Des sections de compagnies de sapeurs de chemin de fer se rendent sur place et préparent les charges explosives. Ils évacuent les civils présents. C'est seulement après avoir reçu en main propre l'ordre de mise à feu signé par le quartier général que les sapeurs
et après avoir reçu l'accord des agents d'exploitation des voies de chemin de fer que les sapeurs peuvent effectivement mettre à feu. Toutes ces précautions ont pour mesure d'éviter des accidents puisque certains sont déjà arrivés pendant la guerre. La plupart des destructions restent le fait des troupes ennemies. Les premières destructions sur le nœud ferroviaire d'Amiens par les Allemands ont lieu le 10 septembre 1914, c'est-à-dire lors de leur première retraite de la ville. Ils appliquent déjà une politique de destruction systématique, comme celle que l'on va voir en 1917, afin d'entraver le bon fonctionnement des infrastructures logistiques. Lorsque la ligne de front se stabilise, les Allemands se trouvent à une trentaine de kilomètres d'Amiens, et dès cette période, ils vont commencer à bombarder grâce à l'artillerie la ville. Et les premières choses qu'ils vont viser seront les gares. En 1916, c'est cette fois-ci l'aviation ennemie qui cible les gares. De nombreux raids vont avoir lieu, et le plus important d'entre eux se situe le 22 septembre 1916. Les Allemands lancent ce jour-là 37 torpilles sur Amiens, dont au moins 30 sur la gare de Longo, qui est devenue une régulatrice, et 4 sur la gare du Nord. Pour les 3 autres, on ne sait pas quel point stratégique elles visaient. Mais cela montre l'importance des gares, puisque sur 37 torpilles, 34 visent directement les gares. C'est à cause de cet intérêt stratégique que des compagnies de sapeurs de chemin de fer restent en permanence dans les gares. En effet, en cas de bombardement, si une voie est coupée ou s'il y a des gravats sur la voie, ceux-ci peuvent intervenir directement. Il faut toutefois constater que les mêmes techniques de bombardement vont être utilisées par les Français sur les gares françaises qui sont tenues par les Allemands, et ce sera notamment le cas, il me semble, à Péronne, mais aussi ici à Saint-Quentin. Pour détruire les infrastructures plus rapidement, nous allons revenir aux méthodes allemandes, et ceux-ci mettent au point des techniques qui vont permettre des destructions à la fois massives et très rapides. La première d'entre elles est la locomotive que vous pouvez voir sur ce croquis qui est fourni par la compagnie des chemins de fer, par Paul-Émile Javary. Donc cette locomotive, on va y placer un rail courbé en deux à la fin. On va déboulonner les rails, les voies de chemin de fer, soulever à l'aide d'un cric, placer la boucle et mettre en route la locomotive. Celle-ci, en avançant, va entièrement détruire les voies de chemin de fer, les traverses, les tire-fonds. Donc le matériel n'est plus du tout utilisable. Et ces machines vont à une vitesse de 10 à 12 km par heure, ce qui représente environ 6 jours de travail pour les sapeurs de chemin de fer. Les Allemands s'assurent ainsi qu'il faudra des frais considérables pour reconstruire par la suite les voies, mais également que beaucoup d'hommes seront mis sur ces travaux prioritaires et ainsi que des troupes moins nombreuses seront sur le front. Durant la même période, les Allemands vont utiliser massivement des mines à retardement, dont vous avez également un croquis ici. Il s'agit en fait de capsules de cuivre qui sont remplies d'acide, dans lesquelles on a un petit fil en fer et un percuteur en acier. L'acide va ronger le fil qui va aller percuter et ainsi mettre à feu la mine. Vous pouvez voir sur les différentes capsules qu'il y a des temps allant de 2 à 4 semaines, mais les ingénieurs allemands eux-mêmes avouent, quand ils sont faits prisonniers, qu'ils n'ont aucune idée du moment auquel ces mines vont sauter. Elles sont particulièrement problématiques en 1917, mais aussi en 1918, puisqu'elles sont cachées dans les ponts et ouvrages d'art. Parfois, les sapeurs ne les détectent pas à temps, et il se peut que certaines explosent après une reconstruction, minant à nouveau tout l'ouvrage. Afin de permettre des reconstructions rapides, les sapeurs bénéficient de matériel spécifique, dont les ponts préfabriqués. Excusez-moi, il y a une erreur dans mes diapos. Donc normalement, le premier pont est le pont Henri, qui est le plus utilisé pendant la guerre, mais ici vous avez un pont Marcy dont je vais vous parler tout de suite. Donc le pont Henri juste est constitué de gravures en poutre treillis en croix de Saint-André. Il est fixé par boulons et broches. Ce type de pont est le plus utilisé car il peut franchir des brèches importantes allant jusqu'à 48 mètres et de plus il est très stable. Les ponts sont livrés aux sapeurs en pièces détachées qu'il faut assembler. Ils présentent l'avantage de pouvoir être démontés et utilisés sur d'autres fronts quand la brèche à franchir a été réparée par exemple. Donc, le pont Marcy est un pont métallique qui se présente sous la forme de poutres-caissons qu'il faut assembler bout à bout grâce à des boulons et des couvre-joints. Ces ponts sont rapides à mettre en place, ce qui permet de rétablir une voie en peu de temps. Ils existent en plusieurs dimensions, les plus petits ne font que 8 mètres, mais les plus grands vont jusqu'à 45 mètres.
Les plus petits présentent l'avantage de ne pas avoir besoin de piles intermédiaires pour reconstruire un pont de petite taille, ce qui permet de gagner du temps et aussi de l'argent. Comme les ponts Henri, ces ponts doivent être assemblés sur place et sont démontables. Ce ne sont que des solutions provisoires, mais ils permettent des remises en fonctionnement rapide des voies détruites par fait de guerre lorsqu'il est impossible de réutiliser le matériel laissé sur place. En effet, pour des raisons économiques, les sapeurs ont tendance à privilégier la réutilisation des matériaux laissés sur place afin de reconstruire de manière plus pérenne. Cela présente l'avantage d'être moins cher tout d'abord, mais aussi de ne pas avoir à commander et acheminer les ponts. En effet, le fait de commander un pont peut prendre 5 à 15 jours avant que celui-ci arrive, ce qui augmente de fait le temps de reconstruction. Il y a donc à chaque fois une étude de la part des sapeurs de chemin de fer afin de déterminer quel sera le moyen le plus rapide et le moins coûteux pour permettre une reconstruction. Aux ponts préfabriqués, on peut ajouter les voies à écartement réduit, généralement les 0,60 m, dites chemins de fer de campagne. Les voies se présentent sous forme de coupons de 1,25, 2,5 ou 5 mètres, qui comprennent des traverses et rails déjà rivetés. Elles présentent l'avantage d'être résistantes à de très lourdes charges puisqu'elles peuvent supporter 3500 kg par essieu et elles sont également assez légères pour être transportées par des hommes puisqu'elles ne font que 167 kg. De ce fait, réparties par 4 hommes, cela fait environ 42 kg par homme. Ces voies de chemin de fer sont complétées par des aiguilles et des plaques tournantes. Ce matériel permet aux unités du 5e régiment du génie de construire en moyenne 1 km de voie par jour, mais s'il n'y a pas de terrassement particulier, ils peuvent aller jusqu'à 2 km de voie par jour. Par comparaison, 1 km de voie écartement normal, qui est de 1,435 m, met environ 2 jours à être posé. Donc les chemins de fer de campagne permettent de réduire de moitié le temps de construction. La voie étroite a l'avantage de permettre de mieux s'adapter au terrain car elle nécessite un rayon moins important en cas de courbe. Comme on peut le voir sur ce croquis, la courbe est très limitée. Cela la rend plus économique à construire et à exploiter que la voie normale. Et en plus de cela, elle est réutilisable sur d'autres terrains. En effet, lorsqu'elle n'est pas endommagée, il est tout à fait possible de retirer cette voie et de l'emmener sur un autre front. C'est ce qui va être fait en 1917 dans l'Aisne sur le chemin des Dames. Les voies qui ont été construites en 1915 et 1916 dans la Somme vont être retirées et réexploitées pour une autre bataille. Les voies de chemin de fer de 0,60 m, enfin, présentent l'avantage d'être compatibles avec de nombreux matériels, notamment le Péchot-Bourdon, mais aussi le matériel de Coville. En plus de cela, elles sont également compatibles avec du matériel allié et même avec certains matériels allemands qui ont été laissés sur place lors des replis. Il existe d'autres voies à écartement réduit, notamment la voie métrique ou la voie de 0,5 m, mais pour des raisons pratiques, l'état-major a décidé la standardisation et a donc adopté la voie de 0,60 m, qui est celle qu'on trouve dans tous les forts français avant-guerre. Donc les sapeurs effectuent des travaux de réparation et de construction tout au long de la guerre et ils ne seront démobilisés que bien après l'armistice. En effet, à la fin de la guerre, il faut reconstruire rapidement les voies car elles permettent ensuite la reconstruction des régions libérées, nous l'avons vu hier. De plus, les régions libérées comportent de nombreuses mines, des industries et des terres agricoles, il est donc très important de pouvoir y retourner rapidement. C'est pourquoi les sapeurs du 5e régiment du génie sont présents dans la zone désarmée jusqu'en 1920. Ils vont notamment aider au désobusage. En mars 1923, Paul-Émile Javary, ingénieur en chef à la Compagnie du Nord, déclare, je cite, « Celui qui n'a pas vu le spectacle impressionnant de plus de 2000 km de lignes, dont les voies, les ponts et la plupart des bâtiments sont systématiquement détruits, ne peut se faire une idée de l'énorme besogne qu'il s'agissait d'accomplir. Pour l'ensemble du réseau, on compte 1700 km de voies doubles détruites, 3300 km de voies simples et 819 ponts. Le réseau du Nord a perdu 52% de ses voies et infrastructures. Au 11 novembre, il faut le reconstruire dans sa totalité, dans la partie qui est en gris foncé sur la carte. Les soldats du génie participent au déblaiement des terres et à la reconstruction de la continuité des voies de novembre 1918 à décembre 1920, alors que les voies sont toujours réquisitionnées par l'armée. Entre 1919 et 1921, des civils vont s'ajouter et progressivement remplacer le génie.
Tous ces travailleurs suivent les plans de reconstruction prioritaires mis en place par le ministère des Travaux publics, du blocus et des régions libérées, mais aussi par le service des travaux de première urgence, le STPU, dont nous avons également déjà parlé. Les ouvriers sont logés dans des wagons spécialement aménagés, ce qui leur permet d'être sur le lieu du travail, mais aussi d'être logés malgré le manque d'infrastructures. L'ordre de priorité des reconstructions est le suivant. D'abord, les chemins de fer d'intérêt général, ensuite la reconstruction des chemins de fer d'intérêt local et finalement l'enlèvement des voies de 0,60. Malgré ces dispositions, les réseaux ne sont entièrement raccordés qu'à la fin de l'année 1919. Il faut 1 an uniquement pour assurer la continuité des lignes. Il faut nuancer ces propos car les voies ferrées sont toujours sous tutelle militaire et de ce fait, l'armée reste prioritaire sur les convois commerciaux et civils. Les raccordements sont faits pour beaucoup grâce à des chemins de fer de campagne ou de manière provisoire grâce à des détournements. Grâce à cela, les trains peuvent circuler à nouveau, souvent dans de mauvaises conditions qui donnent lieu à de très nombreuses complaintes de la part des populations qui sont revenues. À partir de 1920, les compagnies mettent en place des trains spécifiques qui vont permettre au tourisme de guerre de se mettre en place. De ce fait, on va pouvoir relancer en partie l'économie. Le problème financier est l'un des plus importants de la période. Nous en avons parlé hier. Et les problèmes financiers expliquent en partie les délais importants de raccordement des voies. Il est difficile d'évaluer le coût des réparations, mais le chercheur Aurélien Prévost les estime à 3,5 milliards francs pour la Compagnie du Nord uniquement. Sachant qu'un franc de l'époque est environ égal à 1,50 € aujourd'hui, cela équivaudrait à 5,250 milliards d'euros. Les dommages de guerre sont payés par l'État dans le cadre de la loi du 17 avril 19, la Charte des sinistrés, qui reconnaît la responsabilité de l'État dans la guerre et donc son devoir de payer les réparations. À celle-ci, on ajoute la loi du 28 juin 21, qui cette fois-ci est spécifique aux compagnies de chemin de fer. Celles-ci ont eu des déficits énormes dus à l'exploitation des voies, puisque c'est elles qui ont continué à payer malgré la tutelle militaire, et l'État s'engage à rembourser ces frais. Une fois les réseaux raccordés, la prise en charge matérielle de la reconstruction revient aux compagnies. Celle-ci se fait en plusieurs temps, parfois avec l'aide technique du génie militaire. Par exemple, en cas de reconstruction d'un ouvrage d'art important, les sapeurs mettent en place un détournement ou un pont provisoire, et ce sont ensuite les agents des compagnies qui vont faire les reconstructions définitives. Il faut juste noter qu'un ancien pont de 8 mètres, une fois détruit par les Allemands, peut devenir une brèche de 40 à 80 mètres. Il faut alors remblayer les terres et combler ces brèches, et à ce moment-là, les ingénieurs civils ont évidemment besoin de l'aide des militaires. Une fois la reconstruction provisoire effectuée pour permettre l'exploitation d'une ligne, d'autres organismes sont mis en place par les compagnies pour renforcer les structures provisoires, poser des voies pérennes ou édifier des abris qui serviront à la fois de gare et de dépôt. Il faut ensuite reconstruire les infrastructures de façon pérenne, comme les gares, les postes téléphoniques, mais aussi enlever les voies de chemin de fer de campagne qui ont été laissées après la guerre pour la reconstruction. Certaines d'entre elles vont être rachetées par des industries et intégrées aux réseaux locaux, ce qui va permettre encore une fois la reprise économique. Les chemins de fer perdent totalement leur intérêt stratégique militaire et retrouvent un intérêt stratégique économique. Cependant, une autre période importante de l'après-guerre commence. Nous sommes en 1921, la Compagnie de chemin de fer du Nord décide de mettre en place le remaniement qui va permettre d'améliorer les réseaux ferroviaires et les gares. En effet, pendant la guerre, on a constaté un nombre important de problèmes qu'il faut résoudre. On ajoute à ce remaniement une politique paternaliste qui permet la mise en place de cités cheminotes sur l'ensemble du réseau. Nous en avons notamment à Amiens, mais également dans des villes comme Roye ou Chauny-Tergnier. Je me dépêche. Le remaniement dure jusqu'en 1926 et n'a lieu que sur 2 réseaux, celui du Nord et de l'Est, ceux qui ont subi le plus de dégâts. Et enfin, très rapidement, j'aimerais vous laisser sur une impression d'écran. Il s'agit d'un épisode de Betty Boop qui est sorti en 1934, There is something about a soldier. Donc, sur cette image, on voit un dispositif d'artillerie lourde sur voie ferrée. En arrière-plan, on devine un pont qui a été détruit. Et on voit également des cratères d'obus et une maison entièrement détruite. L'espèce de gros moustique représente les Allemands. Donc en une seule image, je pense qu'on voit qu'à presque 20 ans après la guerre, les Américains ont gardé une image de la guerre, et ce qu'ils montrent ici, c'est l'importance des voies de chemin de fer.
Il montre l'intérêt tactique qui permet de relier deux points, de bombarder les ennemis, mais aussi d'empêcher l'avancée ou le recul allemand avec les voies coupées. En un seul plan, cela résume ce que je vous ai exposé aujourd'hui, l'importance stratégique du chemin de fer, l'ampleur des destructions et par conséquence l'importance de la reconstruction. Je vous remercie. Enfin, j'ai été très content d'entendre parler du 5e régiment du génie parce que j'ai fait mon service dans cette unité-là. Remarquez qu'à l'époque, je n'ai pas vu de locomotive, mais j'y étais quand même. Alors maintenant, c'est Ludovic Laloux, professeur à l'Université Polytechnique Hauts-de-France Valenciennes, qui va nous présenter, alors je vais lire le titre de la prestation, « Adouet, ténacité, réseau d'influence pour relancer l'usine des ressorts du Nord ». L'usine des ressorts du Nord, il connaît très bien le sujet puisqu'il a publié un livre il y a assez peu de temps sur l'histoire de cette usine qui existe depuis 1856. Et c'est aussi une entreprise qui va faire fortune dans les années 30 en inventant une attache élastique pour fixer les rails sur des traverses en béton. Donc ça a été une révolution, mais on n'en parlera pas puisque c'est hors période. Voilà, je vous laisse la parole pour 20 minutes. Je vous remercie, Monsieur Roland. Je remercie également les organisateurs pour ce magnifique colloque et aussi vous tous qui êtes présents, puisque vous êtes assez nombreux, ce qui n'est pas toujours fréquent lors des colloques. Merci. L'usine des ressorts du Nord, elle existe toujours aujourd'hui. Il n'en sera pas question pour ce qu'il en est aujourd'hui, mais elle fonctionne en 3 entreprises, Alvar Egina Autosuspension, Hightech et Styria. Ses origines, c'est en 1856. Et c'est pour une raison qui finalement nous concerne ici, au cœur de la betterave, puisqu'il s'agit d'une limerie à ses origines, afin de fournir des limes pour l'entreprise Caille, qui produit du matériel de sucrerie. Et ensuite, elle produit assez vite, dans les années 1870-80, elle produit des ressorts. Et Mathilde Greuet a souligné avec importance le fait des destructions ferroviaires, mais il faut aussi des entreprises pour reconstruire cela. Nous y sommes avec l'usine des ressorts du Nord. L'entreprise, à la fin du 19e, début 20e siècle, a grandi, s'est développée, et elle devient à l'étroit au cœur de Douai, dans le nord de la France. Et c'est la raison pour laquelle, en 1913, des bâtiments sont inaugurés en périphérie de Douai. Il y a davantage d'espace, mais surtout peut-être, il y a du matériel neuf, totalement neuf, qui vient d'Allemagne, parce que les machines-outils les plus performantes à l'époque, pour l'essentiel, viennent d'Allemagne, voire aussi de Bohême en Autriche-Hongrie. Et en 1913, donc, l'inauguration s'effectue, toujours à Douai, mais donc en périphérie de cette ville, avec, ça a été dit, donc, du matériel allemand totalement neuf. Et donc, pour les Allemands, vous l'imaginez, lorsqu'ils arrivent à Douai en octobre 1914, c'est assez remarquable et particulièrement intéressant pour eux. Et ce qui explique, comme en d'autres circonstances, pour d'autres usines, qu'ils vont procéder à des démontages d'usines, des montages de matériel, et c'était le cas pour cette usine des ressorts du Nord. Ceci dit, le matériel a été entreposé pour une part dans la cour de l'usine, et au fil du temps a rouillé, vous l'imaginez, a été envoyé en Allemagne via la Belgique, où il s'est parfois, entre guillemets, arrêté, et une partie du matériel donc a été utilisée en Allemagne directement. Nous y reviendrons. Vous avez ici l'usine vidée par les Allemands, avec la toiture en chêne assez caractéristique. La date exacte de la photo n'est pas connue, c'est soit au cours de la Grande Guerre ou peut-être juste après l'armistice de novembre 1918. En tout cas, elle a été totalement vidée. Le problème majeur, essentiel, vous le comprenez bien, c'est comment assurer la relance de l'entreprise face à la fois aux destructions,
aux réquisitions et au pillage. 3 parties pour notre propos. D'une part, en ce qui concerne la mobilisation des ressources, et en particulier sur le plan humain. Deuxième point qui sera essentiel, c'est le fait d'accorder la priorité au ressort ferroviaire, ce qui n'était pas nécessairement évident. Je veux dire par là qu'il y avait d'autres ressorts qui étaient produits par l'entreprise, et notamment pour des camions, quelques camions qui pouvaient circuler à l'époque, pour des voitures aussi. Et ici, la direction de l'entreprise décide d'équiper avant tout, à nouveau, les voies ferroviaires. Et enfin, nous verrons, ce qui n'est pas exactement une particularité dans le nord de la France, mais une nouveauté en tout cas pour l'entreprise, des œuvres sociales plus développées que par le passé. Et nous verrons dans quelle mesure. Premier point donc, à propos de la mobilisation des ressources. Ce qui caractérise les personnes, en tant que gens du Nord en particulier, c'est cette idée d'abnégation face au travail. Le chef d'entreprise donne lui-même l'exemple. Il est pour une part d'origine alsacienne par son père, qui a fui l'Alsace après l'annexion de 1870-1871. Mais il y a aussi l'importance du personnel, hommes et femmes. Et la difficulté pour l'entreprise va être peut-être, par rapport à ces personnes, d'arriver à les fixer dans l'entreprise. En effet, les mines sont toutes proches. Douai est la capitale, certes, de la betterave, mais aussi des mines. Et il y a des mines qui entourent Douai, des puits de mines, avec des salaires plus attrayants que, il faut le reconnaître, ceux de l'usine des ressorts du Nord. Ce qui caractérise aussi cette entreprise, c'est le réseau qu'elle connaît grâce à ses administrateurs en particulier. Et si en introduction, quelques éléments antérieurs ont été évoqués, ce n'est pas sans raison. C'est que les différents administrateurs sont membres d'autres entreprises, des verreries, mais aussi des charbonnages, des forges également. Et nous avons quelques éléments majeurs, vous l'imaginez bien, par rapport à cette entreprise métallurgique qui est l'usine des ressorts du Nord. Et ce qui explique que finalement il soit relativement facile de fournir du matériel, des matériaux pour la reconstruction de l'entreprise. En particulier, vous l'avez sous les yeux, en ce qui concerne les tuiles notamment. Parce que si la toiture n'est pas en bon état, le problème c'est comment travailler en dessous. En ce qui concerne le rééquipement, je vous indiquais ici à l'écran le fait du retour de certains matériels qui avaient été pillés. Il ne faut pas surestimer cela. Pour vous donner un seul exemple, en novembre 1919, en Allemagne, fonctionnent toujours des pilons qui servaient, avant la guerre, à l'entreprise à Douai. Novembre 1919. Ce qui veut dire que le matériel fonctionne là-bas et qui n'est pas nécessairement prêt de revenir. Et en clair, donc, soit il faut effectuer des démarches administratives qui sont assez longues, coûteuses en temps et en énergie, ou soit on retrouve du matériel qui a rouillé. Et dans ce cas-là, est-ce vraiment intéressant? Et donc, le retour du matériel, il faut le nuancer quelque peu. Deuxième partie, la priorité donnée d'une manière vraiment absolue à la relance ferroviaire. Et en ce qui concerne ici, donc, les ressorts en particulier. Il faut pour cela bénéficier de charbon de coke. C'est facile puisque l'un des administrateurs, Jules Delcroix, dirige justement un négoce de charbonnage. Donc ça facilite les choses. Il y a aussi la question à propos de la matière première nécessaire pour les ressorts. Faut-il faire venir de l'acier des îles britanniques? Et ce que l'on craint, et avec raison en tout cas pour l'époque, c'est la question des variations de la livre sterling. Et donc, dans ces conditions, on se dit, mais pourquoi finalement ne pas se tourner, nous sommes en 1920, pourquoi ne pas se tourner vers l'Allemagne? L'Allemagne n'a pas connu la guerre sur son territoire. Certes, elle connaît bien des difficultés sur le plan politique, c'est évident, mais il y a aussi la nécessité pour les Allemands de chercher des débouchés pour leur acier. Et donc, ils vont être assez friands du fait qu'ici, l'usine des ressorts du Nord veuille acheter son acier.
Avril 1920, c'est le début de la première chaîne de montage pour l'usine, pour les ressorts à lame. En fait, ça aurait pu fonctionner dès le mois de janvier. Il y a eu un problème de moteur, enfin, je vous passe les précisions ici. Et en juillet 1920, ce sont des ressorts en spirale. Les ressorts à lame ne sont plus guère connus aujourd'hui. Vous les avez ici. Je ne sais pas si ça vous dit encore quelque chose pour d'anciens wagons notamment, où on a ce système comme ceci. Je reviens en arrière. Et donc, on a ces ressorts à lame qui sont nécessaires pour les amortisseurs, pour la suspension plus exactement, pour la suspension, pardon. Et les ressorts en spirale, justement, plutôt pour, en général, les amortisseurs. Vous allez me dire que c'est assez voisin, c'est vrai, mais en tout cas, c'est l'accent qui est mis sur l'aspect ferroviaire. Vous avez ici une vue de l'entreprise, alors exactement, c'est dans l'entre-deux-guerres, on est un petit peu au-delà de 1920, mais vous voyez, par rapport à l'usine qui avait été vidée tout à l'heure, elle est finalement assez largement réoccupée, ici pour la production de ces ressorts à lame, et puis également pour l'assemblage de ces ressorts. On a les arbres à cames, on a les haubans et autres que l'on peut voir sur l'une ou l'autre de ces vues. Et puis vous avez tout en bas à droite aussi des ressorts en spirale qui vous sont présentés et presque au centre vers le bas, des ressorts à lame à nouveau. En 1924, les plaques Reiss sont produites. De qui s'agit-il ou de quoi s'agit-il à propos de Reiss? C'est tout simplement le nom du directeur de l'une de ces compagnies ferroviaires que l'usine équipe ici, donc à partir de 1924. En fait, il y a une grosse commande de sa part, et ce qui explique qu'on va donner ce nom. Alors, attache élastique, on n'y est pas encore. Ici, c'est très exactement une semelle élastique, c'est-à-dire que vous avez, les traverses de chemin de fer, vous avez les rails qui sont posés dessus, et vous vous souvenez de la fable de La Fontaine, le chêne et le roseau. Il faut ici penser au roseau qui plie mais ne rompt pas. C'est le même principe. Si on met un système de fixation trop fort, trop rigide, avec des tire-fonds, lorsque les trains vont passer, et plus ils prendront la vitesse, et plus cela risquera de casser. Et donc il faut une certaine souplesse. Donc on introduit une plaque ici entre les traverses et les rails afin d'avoir une relative souplesse qu'on améliorera ultérieurement. Et ceci est très important parce qu'en fait, les commandes qui vont se succéder ici en 1924-1925 vont dépasser 1 300 000 semelles de type Reiss et ça va permettre de donner un essor assez important à l'entreprise. Et puis il y a aussi, de la part du directeur de l'entreprise, Léon Muller, il y a des voyages qui sont effectués, que ce soit au Portugal, en Allemagne aussi, dans la Sarre en particulier, et puis il va y avoir d'autres contacts avec l'Irlande, avec le Chili, avec les Pays-Bas aussi. Des contacts qui se concrétisent et qui permettent véritablement de mettre en place des marchés et des fournitures ensuite surtout. Il ne s'agit pas, vous l'avez compris, quand j'ai cité l'Irlande, le Chili, les Pays-Bas, le Portugal, la Sarre, l'Alsace aussi, on est en France là, et aussi la dizaine de départements français qu'il faut rééquiper. Il ne s'agit pas là nécessairement, pour les pays étrangers en tout cas, de gros marchés, il est vrai. Mais en fait, c'est une succession de marchés de petite taille ou de taille moyenne et qui, au bout du compte, constituent ou permettent d'avoir des débouchés relativement importants pour l'entreprise. Troisième et dernière partie, en ce qui concerne les œuvres sociales. Il y a certes, quand on travaille, a priori normalement un salaire, mais il va y avoir ici, de la part de l'entreprise, des revenus complémentaires, avec notamment des primes de vie chère instaurées dès 1919 et qui ne sont quand même pas totalement négligeables, puisqu'ils vont permettre, en tout cas pour les bas salaires de l'entreprise, de pouvoir fournir un complément de salaire d'à peu près le quart de celui-ci. Il y a aussi une prime donnée à l'occasion de la Saint-Éloi, patron des métallurgistes. La prime est relativement modeste, mais néanmoins c'est un geste supplémentaire qui est donné. Et puis, il y a également un versement pour les ouvriers blessés. Alors ceci, eu égard à la loi de 1898 sur les accidents du travail, en fait l'entreprise va plus loin que cette loi et fait en sorte que des ouvriers blessés qui ne peuvent plus travailler à l'entreprise puissent continuer à recevoir donc une sorte de pension chez eux.
Il y a également des allocations familiales qui sont versées. Michelin, l'entreprise Michelin, avait ouvert la voie en 1916 en fournissant ce qu'on pourrait appeler donc des allocations familiales, ou en tout cas l'ancêtre des allocations familiales. La loi qui met en place les allocations familiales, c'est en réalité, on l'oublie parfois aujourd'hui, mais elle s'est inspirée de ces chefs d'entreprise qui en fait ont fourni ici aux familles nombreuses de l'argent en plus du salaire. Et ici donc, il va y avoir une aide relativement conséquente qui va être donnée dans le cadre de ces prêts à location familiale en quelque sorte. Et puis enfin, et peut-être surtout, il y a le fait aussi, pour terminer notre troisième partie, il y a aussi le fait d'une cité ouvrière construite. Jusqu'ici, pour l'entreprise, il n'y en avait pas. Mais on l'a dit tout à l'heure, on est en périphérie de Douai, tant qu'avant la guerre, avant 1913, les personnes finalement qui habitaient à proximité d'entreprises n'avaient que 50 ou 200 mètres à faire pour aller travailler, c'était une chose. Ici, désormais, l'entreprise ayant déménagé, il y a eu la guerre, eh bien, la direction de l'entreprise se dit qu'il faudrait aussi qu'il y ait la possibilité de se loger à proximité. C'est tout relatif, 900 mètres quand même, mais bon, c'est quand même plus proche qu'avant. Il y a aussi, à proximité, des cités minières qui jouxtent ici ce qu'on va appeler la cité d'Inc, cette cité donc pour l'entreprise. Or, eh bien, les cités minières sont un peu plus opulentes. Alors, ne voyez pas nécessairement le schéma actuel, mais à l'époque. Ici, vous avez une photographie prise en 2004 pour la cité d'Inc, donc cité de l'entreprise, et qui nous donne des maisons de l'ordre de 70 à 100 mètres carrés. Il y a deux types de maisons, en fait, avec en gros, je schématise, mais 2 pièces principales au rez-de-chaussée et 2 ou 3 chambres, suivant les cas, à l'étage. Ce n'est pas la grande opulence, c'est vrai, mais pour des personnes qui ont quitté leur campagne, avec des toitures en chaume, avec également du torchis utilisé pour les murs, ici, nous sommes avec des bâtiments en dur. Et donc c'est une nouveauté, en tout cas pour ces personnes qui ont connu l'exode rural. Et il y a donc ici finalement, j'insiste dessus, un progrès social manifestement. C'est non seulement ces maisons, c'est aussi, un bâtiment spécifique pour des buanderies, et il y a aussi une salle des fêtes, également un cabaret, et il est prévu, et là je vous donne un extrait du registre du conseil d'administration, il est prévu que ce cabaret soit ouvert pour le personnel de l'entreprise dans la cité d'Inc, afin d'éviter que les personnes de l'entreprise n'aillent dans les cabarets louches, c'est ça qui est entre guillemets, des environs. L'entreprise a pensé également jusqu'au papier peint, jusqu'au poulailler qui équipe également les jardins de ces maisons. Quelques mots en conclusion. Non seulement l'entreprise a cherché à faire en sorte de relancer la production, et ici vous l'avez compris en mettant l'accent sur les ressorts ferroviaires, mais aussi en œuvrant sur le plan social, en faisant en sorte qu'il y ait le bien-être des personnes qui soient prises en compte également. Les dividendes reviennent à partir de 1923, ce qui est peut-être relativement rapide par rapport à d'autres entreprises. Il est vrai qu'il y a eu des placements judicieux avec des bons du Trésor par la direction de l'entreprise. Nous sommes manifestement, en tout cas par rapport à d'autres entreprises dans le reste du pays, avec une politique sociale d'avant-garde. C'est tout à l'honneur de la direction de l'entreprise ici. Les dommages de guerre, c'est l'avant-dernier point de la conclusion, les dommages de guerre, ils tardent à venir. En janvier 1928, ils ont été versés au 2/5 et il n'y aura plus rien ensuite. Mais simplement, alors que l'entreprise connaît bien des difficultés, vous l'imaginez donc au sortir de la guerre, elle a réussi à se relancer en quelque sorte. Et par rapport à la crise de 1929, en guise d'ouverture ici, pour achever mon propos, eh bien la crise, l'entreprise ne la connaît guère que de 1932 à 1936, avec des déficits ces années-là. Mais c'est à ce moment-là qu'un ingénieur met au point ce que M. Roland a évoqué tout à l'heure, les attaches élastiques
qui, à partir de 1937, vont donner, sans jeu de mots, pardon, mais un nouveau ressort à l'entreprise. Et c'est le prélude aux attaches Nabla, qui équipent aujourd'hui les lignes du TGV en France, ou encore le Shinkansen, qui est le train rapide japonais, équipé grâce à cette entreprise du nord de la France. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lalou. On a 1 minute d'avance. Donc, 2 questions. Oui, Philippe Nivet, donc vous avez parlé de l'œuvre sociale. Qu'en est-il, la façon sur les deux sont connectés, de la reconstitution de la main-d'œuvre de l'entreprise? Parce que vous avez parlé de la reconstitution du matériel, mais hier on a évoqué effectivement dans ces reconstitutions urbaines et rurales la difficulté de trouver de la main-d'œuvre. Qu'en est-il pour l'entreprise en termes d'embauche? Est-ce que c'est les mêmes ouvriers qu'avant-guerre? Comment ça se passe? 1/10 du personnel de l'entreprise est mort au combat. 1/10. Le personnel demeure à l'époque attaché à son entreprise. Et ceci par-delà les générations, ce que j'ai constaté encore ici au début du XXIe siècle. D'une part. D'autre part, l'entreprise reste, et là je vous donne la situation en 1925, elle reste avec du personnel local. Vous savez que dans le nord de la France, il y a eu l'arrivée de nombreux Polonais. Le pic de l'arrivée des Polonais, c'est en 1923, un peu plus d'1 million de Polonais. En 1925, il n'y a que des Français dans l'entreprise. Et la différence, peut-être, c'est la féminisation de l'entreprise. Et en 1925, sur à peu près, à l'époque, 400 salariés, il y a 50 femmes ou jeunes filles qui travaillent dans les ateliers de production. Ce qui n'est pas nécessairement si simple que cela. Je veux dire par là en termes de promiscuité, je veux dire par là que dans les forges il fait chaud, enfin, c'est un peu pas nécessairement simple, c'est un labeur qui est dur, et il va falloir créer des vestiaires spécifiques, des douches aussi. Je veux dire, ça engendre un certain nombre de difficultés, osons le terme aussi, ce n'est pas si simple que cela. Bonjour, Frédéric Damien, donc historien et membre de la Société historique de Maroilles. Les collègues hier avaient déjà posé des questions. Là, il y en a une, je pense, c'était dans la conclusion que vous avez faite. Ça a été à peine suggéré, évoqué depuis hier dans les différents propos. Une des difficultés de la reconstruction, et c'est la temporalité qui a déjà été évoquée hier, la lenteur qu'on peut parfois ressentir dans l'effort de reconstruction, c'est justement cette difficulté aussi de récupérer ces dommages de guerre et du temps qu'il a fallu, et peut-être aussi de la désillusion à laquelle il a fallu se rendre à l'évidence par rapport au versement de ces dommages de guerre. Donc je sais que là pour le coup vous avez vraiment mis l'accent dessus sur le fait que finalement l'entreprise par rapport à ses espérances n'aura perçu que les 2/5 de ce qu'elle espérait percevoir. Vous l'avez bien souligné, 1928, on est 10 ans plus tard. Est-ce que sur les autres thématiques qui ont été évoquées hier, puisqu'on a la problématique de la reconstruction des bâtiments civils, des habitations, des exploitations économiques et agricoles en général, est-ce que l'on peut peut-être éclairer aussi sur ce point la tardivité des versements, puisque ça a été à peine abordé hier? Alors, il se trouve que, je vous remercie, il se trouve que j'ai travaillé également sur d'autres entreprises du Nord, quand je dis Nord au sens large du terme, des entreprises françaises, mais aussi belges, et on est dans des situations à peu près analogues. Et pour avoir travaillé, je pense
à une entreprise spécifique notamment, en fait, il y a un tas de tracasseries administratives auxquelles on ne pense pas, parce que quand tout a été détruit, les registres d'achat ont été aussi détruits, donc comment prouver ceci ou cela? L'avantage, j'oserais dire, c'est que vous le savez sans doute parmi vous, les Allemands, en 1915-1916, ont regardé tout le matériel et ont publié à Munich un ouvrage, publié aussi en France par la suite, qui en fait recense les entreprises, le matériel, le personnel qu'il y avait. Donc on a quand même une idée assez précise du patrimoine en quelque sorte. Mais ceci dit, vous l'avez dit très justement, effectivement, c'est compliqué, ça met du temps, c'est pas propre ici à la métallurgie, dans le domaine des sucreries, sur lequel j'ai travaillé aussi quelque peu. On sait que ça c'est très tardif, et en Belgique notamment, c'est jusqu'aux années 1930. Et avec, je pense, un exemple spécifique, notamment, on a reproché finalement à l'entreprise de s'être remise en route trop tôt. Une sucrerie qui redémarre début décembre 1918, on va lui reprocher d'avoir fait des profits de guerre, alors qu'elle redémarre, je dis bien en décembre 1918, profit de guerre, parce que son année de calcul sur plan financier, en fait, comprenait des mois de la guerre en 1918. Et donc, c'est un peu paradoxal, mais il aurait été préférable parfois que certaines entreprises ne redémarrent pas trop vite. Bon, rapidement, une troisième question. Alors, très rapidement, Simon Vacheron, docteur en histoire, ex-Paris-Sorbonne, et en fait ma question, plutôt une remarque en fait globale, notamment sur les dommages de guerre, qui sont assez importants. Alors certes, que les 2/5 pour la société dont tu as parlé, mais il y avait aussi tout un système d'avance qui avait été mis en place dès le départ. Par exemple, les industriels du Nord, de Roubaix-Tourcoing par exemple, c'est 1,5 milliard en avance en mars 1920, à la date de mars 1920, qui ont été versés en un an. Pareil, vous avez parlé effectivement de la reconstruction des chemins de fer. Quid de dommages de guerre de la Compagnie du Nord? Est-ce que ça n'a pas aidé aussi à la reconstruction? Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi des éléments, parce qu'ils ont quand même eu l'État qui a aidé à la reconstruction avec donc, le 5e régiment, le 5e régiment de génie, etc. Est-ce que le financement n'a pas été aussi aidé par ces avances? Est-ce qu'il n'y a pas eu des avances de ce point de vue-là? Voilà, donc est-ce que les 2/5 qui ont été touchés, ce n'est pas des avances aussi? Alors, au départ, il y a eu des avances, mais le problème aussi, c'est que parfois, ceux qui vont effectuer la comptabilisation de ce que l'entreprise peut avoir droit vont estimer que finalement la barre est placée trop haute, et donc il y a des tracasseries administratives, je l'ai dit tout à l'heure, qui vont conduire à ce que ça tarde, mais c'est pas si simple. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ces avances qui ont existé, je vous remercie. Très bien, merci. Donc maintenant, c'est Philippe Martin, docteur en histoire des sciences et des techniques, chercheur associé au Centre Viette à Nantes, qui va nous présenter la première reconstruction et nouvelle rationalité de l'industrialisation du territoire, le cas des structures industrielles en réseau des établissements Kuhlmann et des mines de Lens, deux grandes entreprises d'avant-guerre, d'après-guerre aussi. Je vous cède la parole. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je remercie les organisateurs d'avoir retenu ma communication pour ce colloque. Alors je vous propose un regard croisé sur la reconstruction industrielle de deux entreprises, une entreprise chimique, les établissements Kuhlmann, dans le département du Nord, et une compagnie minière, les mines de Lens, dans le Pas-de-Calais. Ce sont deux entreprises ayant une activité dans le domaine de l'industrie chimique, en particulier des engrais, des dirigeants engagés dans l'effort de guerre dans le domaine de la chimie, mais aussi des liens industriels et familiaux entre ces deux entreprises. Deux entreprises florissantes à la veille de la guerre. Des travaux ont été réalisés sur la reconstruction des mines de Lens, notamment par Odette Ardich Emery. Ici, je mettrai plus l'accent sur le réseau d'usines annexes, en particulier des usines d'engrais. Concernant la reconstruction des établissements Kuhlmann, on peut citer les travaux récents d'Éric Langlinet concernant l'industrie chimique sur la période 1900-1930, ou Jean-Luc Mastin à propos du repli en zone hors de combat des entreprises textiles du Nord. L'après-guerre est marquée par de nouveaux enjeux agricoles, liés à la perte des terres agricoles rendues inutilisables et à la baisse de la main-d'œuvre agricole en raison des blessés, des morts ou de l'exode rural renforcé. L'État veut alors favoriser une agriculture intensive
via la direction des services agricoles, une agriculture mécanisée, mais aussi l'usage important des engrais. Je présenterai comment la reconstruction industrielle s'inscrit dans la reconfiguration de l'industrie chimique française, en particulier l'industrie des engrais, reconfiguration de l'industrie des superphosphates et essor de la filière des engrais azotés de synthèse. Cette reconstruction industrielle se manifeste aussi par une nouvelle rationalité dans l'industrialisation des territoires, à la fois du territoire national et du territoire régional. J'évoquerai comment se structure au niveau du territoire national et des espaces portuaires le réseau d'usines des établissements Kuhlmann, ainsi que celui des mines de Lens au niveau régional. Je vais d'abord présenter brièvement les établissements Kuhlmann et les mines de Lens à la veille de la guerre, puis les impacts de la guerre sur ces entreprises. J'aborderai ensuite la reconstruction et le redéploiement des établissements Kuhlmann. Enfin, après une évocation de la question de l'azote dans la reconstruction des mines de Lens, je traiterai de la reconstruction du réseau d'usines des mines de Lens pour la valorisation des sous-produits du charbon. La manufacture des produits chimiques du Nord a été fondée par le chimiste Frédéric Kuhlmann à Loos-Lely dans le Nord en 1825 pour produire de l'acide sulfurique nécessaire aux industriels du Nord qui devaient le chercher à Rouen ou à Paris. La manufacture s'étend au site de la Madeleine près de Lille, puis d'Amiens dans les années 1840. À la veille de la guerre, la manufacture de produits chimiques du Nord, désormais appelée établissement Kuhlmann, est très florissante. Elle a procédé à de nombreuses extensions de ces sites, ainsi qu'au rachat des usines de Waterloo dans le Nord et de Riem en Belgique. Elle produit principalement de l'acide sulfurique et de la soude. Puis, à partir de 1895, elle s'engage dans les superphosphates. Elle emploie alors 800 ouvriers sur le site de Loos et autant sur le site de la Madeleine. Les établissements Kuhlmann sont la première fabrique d'acide sulfurique et d'engrais du Nord et en deuxième position au niveau national derrière la compagnie Saint-Gobain. En ce qui concerne les mines de Lens, elles ont été fondées en 1852 par des fabricants de sucre et des filateurs de lin de la région du Nord. À la veille de la guerre, les mines de Lens comprennent 18 fosses réparties sur les territoires des villes de Lens, Vingues, Douvrin et Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais. Elles sont devenues la compagnie minière la plus puissante de la région Nord-Pas-de-Calais. Les mines de Lens et Anzin sont au coude à coude pour la production de charbon. Mais sous la direction d'Élie Remeau, les mines de Lens prennent la tête de la production de coques et suivent une stratégie d'industrialisation annexe avec des usines de sous-produits des coqueries. Près de 400 fours sont installés à Vendin-le-Vieil, avec la moitié pour la récupération des sous-produits, tels que le goudron, le benzol ou l'ammoniac. Les mines de Lens procèdent alors à des intégrations commerciales avec d'autres compagnies minières. Vers 1907, elles fondent avec les autres compagnies un comptoir de vente du sulfate d'ammoniac, qui est un engrais azoté produit à partir de l'ammoniac provenant des fours à coque et mélangé avec de l'acide sulfurique. Nous voyons ici la situation géographique des mines de Lens et des établissements Kuhlmann. Pendant toute la durée de la guerre, la ligne de front nord-ouest se maintiendra sur le territoire des mines de Lens. Quant aux établissements Kuhlmann, ils sont situés dans la zone occupée par les Allemands. En raison de cette situation, les équipements des mines de Lens et des établissements Kuhlmann subissent des destructions, des incendies et des pillages. Aux mines de Lens, les fours à coque, machines et appareils de bâtiments de coquerie sont gravement endommagés par les obus et les explosions. Une partie des installations pour l'extraction des sous-produits est incendiée ou complètement détruite. Pour les établissements Kuhlmann, pratiquement toutes les usines sont arrêtées pendant toute la durée de la guerre. Seule l'usine d'Amiens, la seule située en dehors de la région envahie, mais elle ne représente que 5% de la productivité totale, continue à travailler, mais elle est elle-même évacuée en 1917. Les usines Kuhlmann subissent aussi des dégâts et des pillages estimés à 100 millions de francs. Les deux acteurs majeurs de la reconstruction des mines de Lens et des établissements Kuhlmann sont Ernest Cuvelette pour les mines de Lens et Donat Agache-Kuhlmann pour les établissements Kuhlmann. Concernant Ernest Cuvelette, donc comme nous sommes dans l'Aisne, je vous signale qu'il est né à Romery, dans l'Aisne, au sein d'une famille d'exploitants agricoles. Il intègre la famille Kuhlmann par son mariage en 1909 dans la branche d'Émile Raguet, fabricant de sucre. Son épouse, Marie-Antoinette Germaine Salle, est aussi née dans l'Aisne à Chauny. Formé à l'école polytechnique, puis à l'école d'application des mines de Paris, après une activité d'ingénieur au corps des mines de Toulouse, à Clermont-Ferrand, à Alais et à Reims, il est recruté en 1906 par Élie Remeau pour devenir directement sous-directeur des mines de Lens. En 1909, il devient directeur adjoint.
Pendant la guerre, Ernest Cuvelette est rapidement affecté à la section technique du matériel chimique de guerre, puis au service des produits métallurgiques au ministère de l'Armement, à la demande d'Albert Thomas, conseillé par le chimiste Henri Le Chatelier. Opposées à toute étatisation de la reconstruction, les compagnies minières prennent elles-mêmes en main la reconstruction des houillères avec la création en 1916 d'un comptoir central d'achat, puis en 1917 du groupement des houillères envahies dirigé par Ernest Cuvelette. Il s'agit surtout de produire au plus vite. Cette même année 1917, Cuvelette entre au conseil d'administration des établissements Kuhlmann. En 1919, il deviendra directeur général des mines de Lens et en 1922, président des mines de Lens. Concernant Donat Agache Kuhlmann, il est le fils d'Edouard Agache et petit-fils de Frédéric Kuhlmann. Les dirigeants des établissements Kuhlmann non restés à Lille en zone occupée proposent leur service au gouvernement. Donat Agache est rappelé du front par la direction du service des poudres. Le ministère de l'Armement lui confie la mission d'installer une grande usine d'acide sulfurique pour alimenter la poudrerie nationale de Saint-Chamas dans les Bouches-du-Rhône. Le conseil d'administration de l'établissement Kuhlmann le nomme administrateur délégué en 1915. En 1920, il deviendra président du conseil d'administration. La fabrication de munitions, notamment de mélinite, nécessite de l'acide sulfurique, qui se révèle insuffisant en raison de la prolongation de la guerre. Le ministère de la Guerre confie aux établissements Kuhlmann la mission d'installer une grande usine d'acide sulfurique pour alimenter la poudrerie de Saint-Chamas dans le Bouches-du-Rhône. En 1916, le conseil d'administration Kuhlmann conclut donc avec la direction du service des poudres un contrat pour la construction à Port-de-Bouc d'une importante usine d'acide sulfurique. L'État faisant l'avance de tous les frais, l'établissement Kuhlmann s'engage à livrer au strict prix de revient pendant la durée de la guerre toute la production de cette usine. Il est établi un contrat de location de 30 ans à des conditions avantageuses indemnisant l'établissement Kuhlmann de ses efforts. Entièrement consacrée à la défense nationale durant la guerre, cette usine doit, dans le cadre du programme de redéploiement, constituer le noyau d'une puissante usine d'engrais dans le Midi, dans l'après-guerre. Pour cela, l'établissement Kuhlmann achète dès à ce moment-là tous les terrains environnant l'usine. Dès avant la fin de la guerre, l'établissement Kuhlmann s'engage ainsi dans un programme de redéploiement sur l'ensemble du territoire français, en dehors des zones de combat ou d'occupation allemande. Il procède par location d'usines à l'État, mais surtout par l'acquisition d'usines bien établies sur leur territoire. D'une position de société nationale, les établissements Kuhlmann deviennent une société nationale. De manière similaire, Jean-Luc Mastin a montré le repli des industriels du textile sur les territoires hors zone de combat pour continuer leur activité, mais aussi pour bénéficier des marchés de guerre. Cette délocalisation s'est partiellement maintenue après-guerre et a constitué des sociétés nationales. Pour Jean-Luc Mastin, la guerre était une occasion d'essaimage. Pour financer ce redéploiement, les établissements Kuhlmann doivent augmenter leur capital social, initialement à 6 millions de francs avant la guerre. Des augmentations successives portent dès 1916 à 30 millions, puis en 1917 40 millions et 60 millions en 1918. La société minière et métallurgique de Penaroya participe de manière importante à l'augmentation du capital et apporte leur usine de Marseille-l'Estac qui fabrique de l'acide sulfurique et de l'engrais. Les augmentations de capital effectuées après 1918 ainsi qu'un emprunt obligataire de 30 millions en 1919 ont permis la reconstruction des usines du Nord et de Belgique sans attendre les versements de l'État. Environ un an après la fin de la guerre, les établissements Kuhlmann reprennent, sur une échelle plus ou moins réduite, leur principale fabrication du Nord. Comme je l'ai dit, c'est en 1895 que l'établissement Kuhlmann se sont lancés dans la filière du superphosphate. Bien après d'autres industriels comme la compagnie de Saint-Gobain, la guerre leur a permis de s'engager davantage dans cette filière. Selon Éric Langlinet, leur démarche hésite entre des bénéfices sans doute limités du déploiement dans les ports et la volonté de rompre le cadre strictement régional de l'entente établie par Saint-Gobain qui est rompu avec la guerre. Donc, dès avant la fin de la guerre, ils se retrouvent installés dans les 4 grands ports desservant les principales régions agricoles du territoire français, Marseille, Bordeaux, Nantes et Rouen, concurrençant directement la compagnie de Saint-Gobain. J'ai indiqué en rouge en fait, les établissements historiques d'avant-guerre, en vert ce qui a été reconstruit avant la fin de la guerre et en bleu ce qui est après 1918. Donc, cette stratégie industrielle visant à limiter les coûts de transport en s'implantant au plus près des clients et des matières premières pondéreuses reproduit en effet la stratégie qu'a appliquée la compagnie de Saint-Gobain entre 1892 et 1910. La stratégie de Kuhlmann est alors d'augmenter de 1921 à 1922 de 50% sa production de superphosphate.
Le cas du port de Nantes-Saint-Nazaire est représentatif de la stratégie des établissements Kuhlmann. La conquête des ports, faire face à la concurrence de la compagnie Saint-Gobain et le réemploi des usines de guerre produisant de l'acide sulfurique pour la fabrication d'engrais. Pour développer la filière du superphosphate, il est préférable de s'installer dans un port pour s'approvisionner en phosphate qui viennent principalement d'Afrique du Nord et en pyrite de fer qui viennent d'Espagne. La pyrite de fer servant à la fabrication d'acide sulfurique, nécessaire à la production de superphosphate. Le transport des pondéreux comme le superphosphate étant coûteux, il est aussi préférable d'être à proximité des espaces agricoles. La compagnie de Saint-Gobain s'est installée dans le port de Nantes avant la Première Guerre mondiale en 1899 et 1912. C'est en 1917 que l'établissement Kuhlmann absorbe la société nantaise Pilon Frères Buffet du Rangasna et compagnie spécialisée dans les engrais à base d'os. La société Pilon a été fondée en 1838 et bien établie sur son territoire avec une importante production de superphosphate, d'engrais et d'acide sulfurique et un effectif de plus de 200 ouvriers. Après l'absorption de Pilon, les établissements Kuhlmann désirent d'accroître encore leur production de superphosphate dans la région de l'Ouest. Prenant location en 1919 au service des poudres, l'usine d'acide sulfurique de Paimboeuf. Cette usine a été construite en 1915 pour les besoins de la guerre, pour l'acide sulfurique nécessaire à la fabrication de la mélinite, dans tout un complexe industriel de guerre. Elle est bien située à l'embouchure de la Loire et possède des appontements en béton. Ces appontements sont bien adaptés à la réception des grands navires chargés de pyrites et de phosphate. En 1920, l'établissement Kuhlmann y adjoigne une usine de superphosphate. En 1912, début 1910, le chimiste allemand Fritz Haber a réussi à synthétiser l'ammoniac à partir de l'azote de l'air et l'hydrogène. L'hydrogène provient des coqueries ou des réactions de la vapeur d'eau sur le coq. Cet ammoniac a été très utile aux Allemands pour produire pendant la guerre des explosifs en l'absence de nitrate de soude provenant du Chili. En 1919, dans le cadre du traité de Versailles, il devient possible d'avoir accès au procédé Haber mis en place chez la BASF à Ludwigshafen. Donc à la sortie de la guerre, les industriels et l'État sont conscients de la nécessaire maîtrise de la synthèse de l'ammoniac, tant pour la production des engrais azotés en temps de paix que pour la production d'explosifs en temps de guerre. En raison du coût d'achat et d'installation de ces procédés, des consortiums industriels se mettent en place pour acquérir des brevets de synthèse de l'ammoniac, notamment donc ceux de Fritz Haber, ceux de Georges Claude ou de Luigi Cazal, qui sont des procédés français et italiens. Avec les encouragements des pouvoirs publics, un consortium de grands industriels constitue ainsi la Société d'études de l'azote. Les participants sont notamment Saint-Gobain, les établissements Kuhlmann et les mines de Lens. La présidence de la Société d'études de l'azote est à Élie Renaud, président du conseil d'administration des mines de Lens. La société engage des pourparlers avec la BASF pour obtenir le brevet Haber-Bosch. Finalement, Pater, inspecteur général militaire des poudres, signe une convention avec la BASF le 11 novembre 1919. Louis Loucher, ministre de la Reconstruction industrielle, était partisan de la création d'une société semi-publique dans la région Nord, sous la direction technique des établissements Kuhlmann et des mines de Lens. Mais la région Nord étant trop proche de la frontière, c'est le site de Toulouse qui est retenu. Les mines de Lens abandonnent la partie dans les premiers mois de l'année 1920. Après de nombreux débats, l'Office national industriel de l'azote, ONIA, est constitué en 1924 à Toulouse. C'est ce qui deviendra AZF Toulouse dans les années 1980. Quelques années plus tard, Ernest Cuvelette prend le relais d'Élie Renaud. Sur les conseils du chimiste Henri Le Châtelier, Cuvelette s'engage dans le développement d'un pôle chimique, en particulier dans le domaine des engrais, en collaboration avec d'autres compagnies du bassin et d'autres sociétés. C'est ainsi que les mines de Lens s'engagent dans la synthèse de l'ammoniac avec le procédé italien Casal via la société Ammonia. La société Ammonia est un consortium d'entreprises constitué en 1924 pour étudier, installer et exploiter le procédé Casal. Les participants de cette société s'engagent à construire sur leur terrain et à leurs frais un atelier de fabrication d'hydrogène, une usine de fabrication d'ammoniac de synthèse, un atelier de sulfatation et un magasin de sulfate. Ernest Cuvelette est président de la société Ammonia, dans la capitale de laquelle les mines de Lens sont majoritaires. Les établissements Kuhlmann vont s'y joindre avec les mines d'Anzin dans le cadre de leur filiale Anzin-Kuhlmann. La reconstruction des usines d'industrie annexes et la constitution d'un pôle chimique va s'appuyer sur une unique et puissante centrale électrique et sur les gaz des coqueries. Comme l'estime Ernest Cuvelette, exploitant un gisement pauvre et difficile, une compagnie minière ne peut plus se permettre d'offrir uniquement aux consommateurs du charbon brut, mais doit pousser au maximum la transformation du charbon et proposer toute une gamme de produits permettant de multiplier et de diversifier les sources de revenus. C'est ainsi que dans le domaine des engrais, outre la fabrication de sulfate d'ammoniac,
en tant que sous-produit des gaz des coqueries, les mines de Lens s'engagent dans la synthèse de l'ammoniac, comme nous venons de le voir, mais aussi dans la fabrication de cyanamide calcique. Ce programme de développement est initié avant la fin de la construction de toutes les fosses. Dès 1922, les principales batteries de four à coque sont remises en état, ainsi que les usines de sous-produits. La reconstitution est presque achevée, mais Cuvelette s'engage sur une reconstruction. La construction à Vendin-le-Vieil de la première unité de synthèse de l'ammoniac accompagnée d'une usine de production d'hydrogène débute en 1925. Son exploitation commence en 1928 avec la production de 10 tonnes d'ammoniac par jour. Ce sont en tout 4 unités de synthèse de l'ammoniac qui sont installées jusqu'en 1929, produisant 20 tonnes d'ammoniac par jour. L'usine d'acide nitrique et de nitrate de chaux est construite à Vingles. Une seule usine de ce type est construite pour le consortium Ammonia. Et c'est la deuxième en France à produire le nitrate de chaux après l'usine de la Société des phosphates tunisiens à Soulon, dans les Pyrénées. La construction de l'usine débute en 1926 et son exploitation en 1929. Dans le domaine des engrais, Cuvelette complète sa gamme de produits fertilisants constitués de sulfate d'ammoniac et de nitrate de chaux par une production de cyanamide calcique. En 1928, débute à Vingles la construction d'une usine d'électrochimique pour la production de carbure de calcium, de cyanamide calcique, afin d'utiliser dans la centrale électrique les résidus de lavage de charbon non commercialisables. Elle est mise en exploitation en 1930 et produit alors 4000 tonnes de carbure de calcium et 700 tonnes de cyanamide calcique. Cuvelette étend l'utilisation de l'électricité et du gaz à d'autres domaines d'activité. En 1923 s'installe à Vingles la société franco-belge de fabrication mécanique de verre, une verrerie dont les fours consomment 120 à 140 000 m3 de gaz de coquerie. En 1927 débute la construction d'une usine à cuivre destinée à utiliser l'excédent d'électricité pour la fabrication de planches de cuivre à partir de rebut de cuivre par électrolyse. En 1929, la production est de 2 tonnes de cuivre par jour. Certaines activités sont filialisées après leur mise en place. En 1923, l'usine à goudron de la fosse numéro 8 est cédée à la filiale Huile, Goudron et Dérivés. À Douvrin, une filiale de la Société industrielle et financière de Lens prend le relais de l'activité de l'usine de synthèse d'ammoniac de Vendin-le-Vieil au début des années 1930. Les mines de Lens induisent un réseau d'usines dans l'agglomération lensoise sur les territoires de Vendin-le-Vieil, Pont-à-Vendin, Vingles et Douvrin, avec des pôles industriels regroupant différentes entreprises. Ernest Cuvelette fait donc mieux que reconstituer les installations détruites par la compagnie. Il a en effet en tête de faire de la région lensoise un puissant bassin industriel regroupant toute une gamme d'industries, utilisant l'électricité, le gaz de coquerie et les sous-produits, à l'image de ce que les Allemands avaient mis en place dans la Ruhr. Ici, une vue sur le territoire depuis la centrale électrique de Pont-à-Vendin, avec en arrière-plan à droite l'usine électrochimique de Vingles, de production de carbure de calcium, les cyanamides, et en haut à gauche, ce serait les usines de Douvrin. L'usine d'électrochimique de production de carbure de calcium et de cyanamide est d'une certaine manière représentative du programme industriel d'Ernest Cuvelette. Son premier objectif est la valorisation du charbon, les résidus de lavage non commercialisables, sauf lorsqu'il est transformé en électricité pour produire du carbure de calcium ou de la cyanamide calcique. Son deuxième objectif est le développement de l'industrie des engrais azotés avec la cyanamide calcique comme produit fertilisant. On peut déceler ici l'influence du modèle allemand. En effet, en Allemagne, malgré l'essor de la fabrication d'ammoniac de synthèse, la cyanamide calcique garde une forte position. Ces moyens sont une usine à l'état de l'art technique et rationnellement conçue. C'est une usine électrochimique à base d'énergie thermique et non hydraulique, comme celle des Pyrénées ou des Alpes, donc unique en France avec celle d'Ucange en Lorraine, qui est aussi construite par la Société des Forges et Aciéries du Nord de Lorraine, présidée aussi par Ernest Cuvelette. Une forte communication sur cette usine, pour montrer les travaux des mines de Lens, dans la presse non spécialisée comme le Réveil du Nord, ou spécialisée comme le Journal du Four électrique et des industries électrochimiques. Notamment, on y retrouve les propos dithyrambiques de Raymond Sevin, ingénieur des arts et manufactures en 1931. Nous ne croyons pas qu'il y ait actuellement au service au monde une usine puissante comparable, aussi logiquement conçue et dotée de moyens de fabrication aussi perfectionnés. La Société des mines de Lens n'a pas hésité à faire appel aux spécialistes les plus avertis pour identifier cette installation remarquable qui fait le plus grand honneur au vieux renom de l'industrie électrochimique française. Je vais conclure. Nous avons vu que la reconstruction industrielle des établissements Kuhlmann s'est traduite par un redéploiement industriel sur le territoire engagé dès avant la fin de la guerre et achevé vers 1920. On peut considérer avec Odette Emery que la reconstruction industrielle des mines de Lens a été différée et s'étend sur près de 10 ans, de 1919 à 1929, en considérant la reconstruction du réseau d'usines exploitant des sous-produits du charbon. La reconstruction industrielle de ces usines s'inscrit dans le cadre de la reconfiguration de l'industrie des engrais,
reconstruction de la filière des engrais azotés de synthèse, sulfate d'ammoniac, nitrate de chaux, cyanamide, et reconfiguration de la filière du superphosphate. La reconstruction industrielle se traduit aussi par une nouvelle structuration industrielle en réseau sur le territoire, déploiement des usines du Nord sur l'ensemble du territoire, en particulier dans les ports et industrialisation du territoire régional. Cette reconstruction reconfigure l'industrie des engrais pour plusieurs décennies, jusqu'aux premières vagues de restructuration industrielle des années 1960-70, visant à reconstituer des champions nationaux, en partie justifiée par la dispersion des usines sur le territoire et par la juxtaposition sur des sites très proches d'usines concurrentes, comme celle de Kuhlmann et Saint-Gobain. Je vous remercie pour votre attention. Très bien. Questions ? Merci. Alors, merci pour votre exemple que je trouve très intéressant, au sens où il montre comment une entreprise qui est en zone occupée parvient de l'autre côté à se réorganiser et surtout à continuer son activité avec le soutien de l'État. Ce qui se pose, avec le soutien de l'État, qui pose deux questions. Vous avez mentionné M. Mastin, il se trouve que j'ai travaillé sur les mêmes entreprises que lui. La question, c'est quid des bénéfices de guerre, sachant qu'ils ont eu le soutien de l'État pour construire leurs usines et que derrière, il y a eu des ventes, et j'imagine pas que pour l'armée. Quid des bénéfices de guerre, donc quid aussi des dommages de guerre? Est-ce qu'ils ont aussi touché des aides, en tout cas sous forme soit d'emprunts obligataires ou d'avances ou de nature? Est-ce qu'ils ont bénéficié de tout ça? Ce qui pose aussi la question de, quelque part, est-ce que certains industriels, pas que, n'ont pas eu bénéfice d'un contexte qui leur était économiquement très favorable, malgré l'occupation? Pour la reconstruction, ils ont eu des avances, des dommages de guerre. Après, ils ont eu beaucoup d'augmentation du capital social par l'apport d'autres sociétés qui sont entrées dans le capital, et l'ouverture du capital, des emprunts. Par contre, après, au niveau de l'aide de l'État, c'est manifesté surtout par l'allocation d'usines à des tarifs préférentiels, possibilité d'achat des terrains aussi, des tarifs très, très avantageux pour l'établissement Kuhlmann. C'est sous ce niveau-là que se situe cette aide, notamment pour l'établissement de Port-de-Bouc et puis de Paimboeuf. On a des locations d'usines qui perdurent des années et des années. Alors, je n'ai pas trop creusé cet aspect-là. Finalement, je vais essayer de regarder dans les archives, mais... Ah non, je ne vais pas les consulter là-bas, malheureusement. Pour prolonger la question, comment, par rapport à la question des dommages de guerre, comment ce redéploiement territorial est compatible avec l'obligation de remploi dans les 50 km? Est-ce que ça n'interfère pas le calcul des dommages de guerre? Des fois, ils utilisent en fait au niveau de dommages de guerre pour les impôts qu'ils doivent payer sur les entreprises extérieures au territoire. Ils demandent à réutiliser en fait les taxes d'impôts qui sont sur les usines de Paimboeuf ou de Nantes, à les payer via les dommages de guerre. Donc j'ai trouvé ça dans les archives, mais effectivement après on ne voit pas trop comment c'est réellement financé. Mais c'est le moyen qu'ils ont utilisé pour utiliser ces dommages pour d'autres entreprises en dehors du territoire du Nord. Et une question tout à fait subsidiaire, le don à un gage dont vous avez parlé, ce n'est pas celui qui a contribué au livre Comment reconstruire une cité détruite, c'est un homonyme? Oui, ça va être un homonyme, je pense. Comment reconstruire? J'aimerais intervenir. Une petite question. Stéphane Palaude, à Mavert. On est bien d'accord, Kuhlmann a bien utilisé son potentiel ici derrière vous, pour transformer ces engrais en produits d'armement. Pardon, Kuhlmann, comme pour Saint-Gobain, on a demandé à Kuhlmann et à Saint-Gobain de redéployer l'effort industriel avant tout pour fournir des explosifs. Dans un premier temps, c'est effectivement pour fabriquer de l'acide sulfurique. Et toutes les usines d'engrais, notamment celle de l'estuaire de la Loire, sur laquelle j'ai travaillé, toutes les fabriques d'engrais qui ont arrêté leur production d'engrais pour consacrer de l'acide sulfurique uniquement à la fabrication des explosifs, notamment la mélinite. Donc l'acide picrique qui nécessitait
notamment Parce que ça va remplir quand même les caisses des sociétés. Ah oui, dans ce cadre-là, oui. Très largement. Ah oui, dans ce cadre-là, oui. Saint-Gobain avait déjà passé un marché avant-guerre d'une dizaine d'années avec l'État pour fournir de l'acide sulfurique. Mais ce n'était pas suffisant. Avec la prolongation de la guerre, en fait, il y a eu besoin de... Donc effectivement, dans ce cadre-là, dans la vente de l'acide sulfurique à l'État, ça a rapporté effectivement un marché de guerre, effectivement, tout à fait. Oui. Très bien, merci Philippe Martin.